Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 6 de Podcassette qui aura pour champ de réflexion Abel Bonnard et l'ignorance. Commençons tout d'abord par présenter succinctement Abel Bonnard. Né en 1883 et mort en 1968, il fut poète, romancier et également fait analyste de l'âme humaine. Il occupa le poste de ministre de l'Éducation en avril 1942 et fut élu à l'Académie française en 1932, d'où il sera exclu en 1944 pour son désir d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, il reste surtout célèbre pour l'ouvrage que l'on va aborder dans cet épisode, Éloge de l'ignorance, rédigé en 1926, qui est considéré comme une critique magistrale de l'école républicaine, mais pas seulement. Passons dès lors à l'ignorance. L'ignorance peut se définir comme un décalage entre ce que l'on croit, pense, perçoit ou ignore d'une réalité et la réalité même. Platon va démontrer que le philosophe va devoir déjà prendre conscience de son ignorance, donc en prenant un certain recul par rapport à ses préjugés et ses opinions, ce qu'on appelle communément la doxa, le mot doxa étant issu du grec dokeo, paraître ou avoir l'apparence. Ensuite, le philosophe va devoir distinguer ce qui est réel de ce qui est apparent ou illusoire, en utilisant la méthode dialectique, qu'on n'abordera pas ici par souci de concision. N'hésitez pas à aller voir la vidéo irréférente sur la chaîne Le Précepteur pour une étude approfondie du sujet. Restons encore un moment dans l'époque de la Grèce antique, et tournons-nous vers Socrate, car ce dernier n'était pas dénué d'un bon sens de l'humour. Socrate souhaitait sortir les Athéniens de leur ignorance, grâce à la maïeutique, c'est-à-dire en leur permettant de se rendre compte eux-mêmes de leur ignorance, puis d'accoucher de leur connaissance. En effet, la maïeutique est une analogie à la divinité grecque Maïa qui veillait aux accouchements. Comment faisait-il ? Eh bien, Socrate passait par la pratique du dialogue, en pleine rue. Il questionnait les passants avec ironie, en feignant de ne pas savoir et laissant croire que son interlocuteur, lui, savait. En procédant ainsi, il laissait l'interlocuteur se rendre compte seul des contradictions ou incohérences inhérentes à son raisonnement. Car en effet, si l'on n'est ni dans la réflexion ni dans l'introspection, on va souffrir d'une double ignorance. Ne pas savoir et être dans l'illusion de savoir. D'ailleurs, Socrate disait à Alcibiade : « Non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais tu crois les savoir. » Cependant, et il me semble utile de le préciser maintenant, si l'on parle d'ignorance, il est nécessaire de l'opposer à quelque chose. Mais quoi ? Kant nous livre une réponse intéressante. Dans Critique de la raison pure, Kant explique que les observations et les calculs des astronomes nous ont enseigné des choses étonnantes. La plus importante, la connaissance. La connaissance d'avoir, je cite, « découvert l'abîme de l'ignorance dont la raison humaine, sans cette connaissance, n'aurait jamais pu se représenter qu'il était aussi profond. » Et il poursuit en affirmant que la réflexion sur cet abîme doit produire un grand changement dans la détermination des faits ultimes à assigner à notre usage de la raison. Je reviendrai plus tard sur ces termes d'usage et de raison. Le mot ainsi employé est la connaissance. La connaissance, c'est le fait d'avoir mémorisé des informations. Savoir que la tomate est un fruit, si l'on se réfère à une définition botanique, c'est de la connaissance. Mais savoir aussi quels étaient les 22 joueurs de votre équipe de foot préférée en 1990, c'est aussi la connaissance. Ceci pour vous dire que la connaissance ne vous rend pas forcément intelligent. Vous pouvez apprendre le nom de toutes les prises de karaté, cela uniquement ne vous offrira pas la carrière de Jean-Claude Van Damme. On a ici un premier exemple d'opposition. La connaissance, l'intellect et l'intelligence. Car l'intelligence serait, si l'on reprend l'exemple de la tomate, de savoir réaliser une délicieuse sauce tomate avec cette dernière comme ingrédient. Et vous pouvez très bien le faire sans pour autant savoir que la tomate puisse être considérée comme un fruit. L'intelligence peut ainsi être conçue comme la capacité à traiter une information en vue de résoudre une situation. Et ce constat est très important. Le problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement est le fait d'apparenter l'intelligence à la culture, à l'instruction. Dans notre société occidentale, on apparente l'intelligence au QI, à une tête bien pleine. Mais cela est abstrait, rationnel. Vous pouvez très bien connaître toutes les dates de votre cours d'histoire par cœur, cela ne vous permet pas de saisir les tenants et aboutissants des événements historiques étudiés. Et c'est justement cela que Bonnard va critiquer. Il reproche à l'école républicaine, issue des Lumières, le fait de faire primer aux yeux de la société la connaissance encyclopédique au détriment d'autres éléments bien plus importants. Je pense donc je suis, de Descartes, est en ce sens non plus un but vers lequel tendre, mais un égarement à éviter. Car nous pouvons aisément remarquer que, dans notre quotidien même, il existe bien d'autres formes d'intelligence. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, qui permet de vivre avec ses semblables. Et sur ce point, par exemple, vous pouvez être un physicien de génie et ne pas être capable de vous engager dans une conversation somme toute banale avec votre semblable.
L'intelligence peut être aussi pratique, comme nous le verrons avec l'exemple du paysan émis par Bonnard. Si l'on aborde le terme intelligence sous l'angle étymologique, le terme est dérivé du latin intellego, qui signifie démêler, comprendre. Et d'ailleurs, le préfixe inter, entre, et le radical lego exprime le fait de choisir. Ainsi, l'intelligence sera le fait de choisir entre différents éléments afin d'atteindre un objectif. Mais définir simplement l'intelligence est impossible. En ce sens, il faut noter qu'en 1986, plus d'une vingtaine d'experts en psychologie furent rassemblés en vue de proposer une définition d'intelligence, mais sans succès. Quoi qu'il en soit, l'intelligence n'est pas de la mémorisation, sinon votre carte mémoire peut alors être considérée comme intelligente. D'où le terme d'intelligence artificielle. La connaissance, la mémorisation ne seraient donc que des artifices. Ainsi, saviez-vous qu'un moustique dispose de 3 cœurs ? Maintenant vous le savez. Êtes-vous devenu plus intelligent ? Bon, alors me direz-vous, l'ignorance, c'est plutôt négatif ou plutôt positif ? On en arrive donc, après ces considérations, au cœur de notre épisode sur Abel Bonnard et l'ignorance. Ce dernier émet dans son ouvrage Éloge de l'ignorance un postulat choc. Valorisons l'ignorance au détriment de la connaissance. Surprenant, non ? Il affirme que l'école républicaine fait fausse route et emmène avec elle par la même occasion la société tout entière dans une impasse. Pour l'école républicaine, l'homme est considéré comme un être de pure raison, pétri par la connaissance qui est censée le libérer de ses chaînes par un progrès constant, lui permettant ainsi de devenir libre. Avant de vous exposer la pensée et les arguments de Bonnard, partons de son constat, qui est sans appel. L'école, sous sa forme républicaine, va, au lieu d'élever les hommes, les éloigner de leur destin. En tant qu'enseignant, cela peut paraître étrange de vous parler de cela, et pourtant, il me semble que Bonnard propose un paradigme intéressant de l'ignorance pour redonner à l'homme, passez-moi l'expression, ses lettres de noblesse. Pour Bonnard, l'égalité à la naissance est un leurre. Et ne pas prendre conscience de cela, ou feindre de ne pas le voir, c'est cantonner l'homme à être instruit sans pour autant prendre en compte ses spécificités. Bonnard était un assidu lecteur de René Guénon. Je reprends une citation de ce dernier, issue de son ouvrage Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, pour préciser cette pensée. Il est permis de douter de la valeur et de la portée d'un enseignement distribué indistinctement et sous une forme identique aux individus les plus inégalement doués, les plus différents d'aptitude et de tempérament. Alors, en effet, dans un système comme celui susmentionné, l'élève brillant, l'exemple, sera celui qui réussit à mémoriser au mieux, à acquérir bien des connaissances au vu de devenir un citoyen modèle. Paradoxalement, laisser le peuple, avec tous les individus qui le composent, dans l'ignorance permet de mieux le diriger et de ne pas lui laisser l'ignorance positive propre à sa condition également. Ainsi, ce seraient les lumières du savoir et de la raison qui lui permettraient de s'accomplir. Bonnard y voit ici un obstacle à la liberté, de l'esprit, mais pas seulement. En 1926, Bonnard vient donc ébranler toutes les certitudes d'une école sclérosée. Il dit « Un peuple qui dans sa masse n'était que bon sens peut se morceler en une quantité de raisonneurs qui déraisonnent. On persuade les individus qui ne sont rien s'ils ne font les études les plus abouties, assimilant ainsi connaissance et intelligence. Et si je vous fais part de mon expérience personnelle, en entrant au lycée, c'est le genre d'assertion qui me furent répétées je ne sais combien de fois. Et certains ont baissé les bras voyant l'échec se profiler devant eux. Et c'est assez cocasse, car Dufresne avait dit à ce sujet que la plupart des individus entraient dans la vie active par la grâce d'un échec scolaire. Une grâce. Bonnard s'en prend donc au système scolaire, en tant que transmetteur, mais il critique surtout et directement la connaissance encyclopédique, car pour lui l'homme n'a pas pour vocation d'avoir le monde en soumission par la raison, et que l'ignorance serait même sa condition naturelle qui lui permettrait de s'épanouir. Ainsi l'action, le concret, prime sur les œuvres de l'esprit, la passion sur la raison. On pourrait également dire que l'instinct prime sur l'intelligence dans son sens scolaire. Il y a donc un renversement des valeurs, car pour Bonnard, l'homme est un homo sapiens, un être de raison, mais il ne se borne pas à cela. Fort de ce privilège qu'est la raison, il pense, tout comme Nietzsche ici, que l'homme n'est pas appelé à un progrès indéfini, et que l'ignorance constitutive de la nature humaine est essentielle à sa survie. La connaissance lui apparaît donc comme utile, mais forcément incomplète. L'homme étant un être sentimental et poète dans son sens premier, c'est-à-dire un créateur, l'homme est donc cet être de cœur avant d'être ce sujet de raison.
La connaissance et le savoir reçu sont en quelque sorte pour Bonnard une violence qui ne pourra jamais suffire, car l'ignorance dépassera toujours la connaissance. Comme le disait Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Cela me fait penser aussi à ce que Shakespeare faisait dire à Hamlet. Quoi que nous fassions pour apprendre, nous restons toujours, par bonheur, des ignorants en bien des matières. Ce n'est pas négatif donc, il dit par bonheur, car l'ignorance est nécessaire à l'homme, car sans ignorance, pas de rêve. On ne pourrait pas supporter le réel. Ainsi défini, l'ignorance devient l'allié de la connaissance et non plus son ennemi. Bonnard dit « Bientôt, nous nous rendrons compte qu'elle est inséparable de nos connaissances et que c'est son fil d'or, partout insinué dans la trame, qui donne cet étrange lustre à la tapisserie du savoir. » Le fait d'être ignorant, eh bien cela laisse la place au doute, ce qui fait naître la curiosité, qui elle-même permet de mesurer l'évolution de notre connaissance, ses progrès et ses limites. Bonnard dit à cet effet « Il y a 2 temps dans la recherche, le premier où l'esprit amasse, le second où il revient héroïquement sur son butin pour en contester la valeur. » Et là, beaucoup d'entre vous vont sourire en repensant au moment de révision par exemple, où plus vous appreniez et plus vous aviez le sentiment de ne rien connaître. On a maintenant une explication à cela. Kant disait dans son ouvrage Logique « Ainsi la connaissance de notre ignorance suppose que nous ayons la science, et du même coup nous rend modestes, alors qu'au contraire, s'imaginer savoir gonfle la vanité. » La connaissance ne saurait être ainsi la finalité de la vie, mais elle permet d'en éclairer le chemin. Ce faisant, Bonnard dit « On ramène une ignorance informée là où il n'y avait qu'une ignorance informe. » En affirmant cela, il propose une instruction au service de la formation, de l'action et de l'accomplissement de chacun, pour ainsi être utile à la communauté. Ce n'est qu'à ce moment que la science pénètre l'homme, elle ne le part pas simplement de l'habit du connaisseur. Dans les pièces de théâtre, Bonnard le rappelle, celui qui est moqué, c'est le pédant. Le pédant, c'est l'ignorant paré de science, l'homme qui la porte sur lui, car il ne l'a pas en lui-même. Quelle différence avec aujourd'hui ? Eh bien, la science s'acquérait, tandis que l'instruction maintenant se reçoit. La différence est fondamentale. Il y a entre les deux cette idée d'effort, terme que l'on a abordé dans l'épisode précédent sur Bergson et le rêve. L'instruction, c'est remplir les esprits comme on remplit une bouteille. Encore faut-il en contrôler le contenu, car à défaut d'ouvrir les esprits, il se peut qu'on y crée, comme dit Bonnard, une chambre d'où l'homme ne peut sortir. Car imposer ses idées, complexes qui plus est, c'est transformer les connaissances en croyances chez celui qui n'a pas les clés pour les remettre en question. Rabelais dirait « science sans conscience ». C'est arracher une fleur naissante de sa terre pour la secouer en l'air, alors qu'elle aurait pu y fleurir. On peut penser ici à ce que l'on a vu dans le premier épisode sur Rousseau et les arts qui critiquait le progrès, entre guillemets, qui arrache l'homme de son instinct par l'apprentissage de connaissances pour un progrès culturel. On procède de cette manière car l'ignorance apparaît dans le monde de vanité dans lequel on vit comme un état honteux. Quelle erreur! On nous invite à mépriser ces hommes attachés à une terre, ces femmes consacrées au foyer, et pourtant, ne sont-ils pas maîtres dans leur art lorsque nous y regardons de plus près ? Des ignorants de la science, peut-être, mais comme le dit Bonnard, des savants de la vie. Voici un exemple concret de l'usage de la raison dont je vous parlais au début de cet épisode. Rien ne vaut pour l'accomplissement d'un homme la pratique d'un métier, selon Bonnard, car c'est concret, c'est une prise sur le réel. Il dit « On approche davantage du centre commun des choses en n'en connaissant à fond qu'une seule qu'en les effleurant toutes. Le menuisier qui sait les différents bois, le potier qui lutte de ruse avec le feu. Ainsi on voit que la connaissance est acquise. Inutile d'avoir des connaissances trop poussées sur les endroits les plus lointains du monde car l'ignorance permet le rêve. Voilà pourquoi les contes populaires ont tant de charme. » Et Bonnard dit une phrase édifiante. « Quelle tristesse, quelle déchéance d'avoir cessé d'être le filleul des fées pour devenir la dupe du journal. » Apprendre. En langue des oiseaux, apprendre signifie se détacher de la prise. Comprenant cela, nous prenons conscience qu'outre le fait d'apporter, on ôte. On ôte tout d'abord la modestie à celui qui se croit désormais instruit. Ne serait-il pas plus intéressant, au lieu de courir sur les chemins de la connaissance, de s'instruire sur place ? Toutefois, pour ce faire, il faut accepter ce que nos pères nous ont laissé en héritage. Mais ce n'est pas, je l'avoue, le propre de notre époque, où l'on tend à retirer tout héritage du passé pour ne pas froisser les sensibilités. Nous en prenons conscience quand nous remarquons à quel point cela peut être exquis de rencontrer, comme le dit Bonnard, des paysans ou des ouvriers qui, sans être eux-mêmes cultivés, sont pétris de connaissances.
Rappelons que Spinoza, esprit si fin, aimait grandement s'entretenir avec son hôtesse de maison. Tout s'éclaire. En résistant au pouvoir des mots, dirons-nous des mots, ces ignorants, entre guillemets, permettent de faire perdurer, grâce aux vertus et à la discipline, quelque chose de plus grand qu'eux. Ainsi, il faut constater que l'humanité est comme une maison bâtie d'innombrables graviers, faite d'une quantité d'individus dissemblables, et ceux que l'on nomme ignorants en sont pour Bonnard la base solide. Le monde est dès lors une cathédrale, et une cathédrale c'est un esprit supérieur qui a besoin des autres pour réaliser cet ouvrage exceptionnel. Il y a 7 âmes communes dans un peuple. Et il suffit de regarder ce que l'on érige aujourd'hui en comparaison pour se rendre compte de l'échec auquel nous faisons face. On dit aujourd'hui que toutes les voies sont possibles, que tous les chemins sont ouverts. Mais voyons-nous arriver quelqu'un par ces derniers ? Certes, nous voyons tous le monde bien délimité de la connaissance qui a grandi en nous au fil des années, et pourtant, quelle nostalgie surgit en nous en repensant au monde infini de l'ignorance de notre enfance. Cependant, il y a une solution. Tirer parti de cet état de fait, accepter la connaissance, l'accueillir, sans omettre d'en rire, de se la représenter, de ne pas la voir comme un point d'arrivée, car Bonnard l'affirme clairement, rien n'est si affreux qu'un esprit arrêté. Alors 2 options s'offrent à nous. La première, pessimiste, est de se dire que quoi qu'il advienne, nous ignorerons toujours. La seconde, optimiste, et qui tient compte de la première, est de faire de cette certitude une joie, car elle confère à la connaissance tout son charme. Là où le terrain est bien cultivé et bien ordré, eh bien la forêt pleine de mystères et de vie est absente. Je terminerai cet épisode en vous demandant si ce n'est pas bon de penser que grâce à cette ignorance, il y aura toujours cette possibilité de penser qu'il existe en ce monde bien des douces surprises. Car comme le conclut Bonnard, ignorance, c'est la rime d'espérance. Bien à vous.